bienvenue. Je vous dis bonsoir de la part d'Oriane qui est avec nous mais ne peut pas se connecter facilement ce soir. Nous accueillons nos invités pour cette webconférence autour du cancer du sein localisé, en fait autour de la question de la personnalisation et de la pertinence des soins. Et on aura en fait deux grandes étapes dans cette conférence. Une première partie dédiée à ce qu'on appelle les tests génomiques et une deuxième partie sur finalement l'utilisation un petit peu plus large de ce qu'on appelle la radiothérapie hypofractionnée. Donc, deux grands temps. Donc, je vous rappelle que vous pouvez donc échanger dans le chat, mais poser vos questions tout au long de la conférence dans l'onglet questions. Et je vais vous présenter donc nos trois intervenantes, sachant que l'une d'elles va nous rejoindre un petit peu plus tard. Donc, nous avons avec nous le docteur Marie Béguineau, qui est oncologue gynécologue aux Hospices civils de Lyon, donc qui s'occupe de la prise en charge de tous les cancers féminins. Et puis le docteur Loridan Philippin, qui est oncologue médical à Valenciennes, dans deux centres, le centre des Dentelières et la clinique Tessier. Et donc, nous rejoindra dans quelques minutes le docteur Vasseur, qui est oncologue radiothérapeute, elle aussi dans le centre des Dentelières. Alors, on va commencer en fait, non pas par un témoignage patiente, mais par vous présenter quelques slides issus donc d'une enquête qu'on a faite autour des tests génomiques il y a quelques semaines. Donc, je propose qu'on me mette mes slides et je vais vous les présenter. Et donc, merci à toutes les patientes et qui ont répondu, puisque ça va éclairer notre sujet de ce soir. Donc, voilà, je veux bien les slides, s'il vous plaît. Voilà, elles arrivent. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous les voyez bien? On va dire que oui, puisque je n'entends personne. Donc, juste deux mots pour vous redire. C'est bon? OK. Deux mots pour vous parler peut-être de l'association Patients en réseau, finalement, que j'ai tendance à oublier de présenter. Donc, notre association qui est une association de patients digitale et qui propose des réseaux sociaux privés, dont mon réseau cancer du sein, mais qui participe aussi à un certain nombre de projets innovants. Aujourd'hui, c'était la journée des articles 51, on vous en reparlera bientôt. Et on participe aussi à ce qu'on appelle la démocratie en santé, en essayant de porter justement la voix des patientes et des proches largement. Et donc, en fait, mon réseau cancer du sein, ça permet, quel que soit le lieu de vie et de soins, de pouvoir échanger, se retrouver entre pairs et retrouver des informations, des événements et des ressources utiles. Voilà, donc c'est un vrai réseau social, mais complètement privé, un vrai cocon en ligne, en site ou application. Et donc, comme je vous le disais, il y a quelques semaines, on a construit un questionnaire. En fait, on avait fait une enquête il y a 5 ans, on a voulu la renouveler. On l'a également partagé avec les associations Europadonna, Jeunes et Rose, Rose Up et Vivre comme avant, avec le soutien d'Esact Science, de façon justement à savoir un petit peu ce que savaient les femmes aux différentes étapes avant leur maladie et pendant leur prise en charge. Cette enquête, on l'a mise en ligne au mois de septembre, donc partagée les unes et les autres. Et on a eu 1274 patientes qui ont répondu, donc toutes concernées par un cancer du sein localisé. Et vous voyez, en fait, je dirais un peu de tous les âges, hein, de moins de 40 ans à plus de 61 ans, avec des diagnostics de cancer du sein qui étaient finalement assez répartis, très, très récents, donc des personnes qui étaient en plein dans leur parcours de traitement, pas mal de patientes plutôt donc, dans des phases de rétablissement, mais avec des traitements type hormonothérapie, et puis des patientes plus à distance, donc avec plus de 5 ans de traitement. Et vous voyez aussi une répartition assez équilibrée entre les différents types de centres de soins. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouvait important, puisque ces tests génomiques, notamment, ils sont proposés potentiellement un peu partout, mais peut-être pas de la même façon. Les patientes donc, étaient à 39% des femmes ménopausées au moment de leur diagnostic de maladie. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on s'adresse aux patients donc, pour un cancer du sein localisé, finalement, sur ces tests, elles sont très nombreuses à répondre, mais vous voyez, un certain nombre d'entre elles sont concernées par des cancers HER2+, ou triple négatifs,
ou donc HER2+ non hormonodépendant, parce qu'il y a les deux situations. Certaines ne savent pas non plus quelle est la caractéristique à ce niveau-là de leur maladie. Et en fait, toutes ces patientes-là, elles ne sont pas, entre guillemets, éligibles au test génomique, qui s'adresse en fait aux patientes qui ont un cancer du sein localisé et hormonodépendant. Alors, ce n'est pas les seuls critères, on verra avec les médecins tout à l'heure. Mais ça veut dire déjà que finalement, quand on est concerné, on ne sait pas très bien à qui ça s'adresse finalement. Donc, on a besoin de communiquer sur ce point. Et puis, vous voyez que parmi ces patientes hormonodépendantes, dont la maladie est hormonodépendante, finalement, c'est une minorité qui a bénéficié d'un test génomique. Et alors, il y a deux raisons. Déjà, parce que ça ne s'adresse pas à toutes les patientes, mais peut-être aussi que finalement, ces tests n'ont pas encore utilisé, j'allais dire, dans le plein potentiel de leur intérêt. L'autre chose qu'on trouvait intéressant, c'est qu'avant la maladie, si on demande aux répondantes si elles connaissaient les tests génomiques, elles sont seulement 14% à dire qu'elles en ont entendu parler. Et vous voyez que finalement, c'est plutôt par l'environnement, hein, les médias, j'ai lu quelque chose, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux, la télé, un article, ou sinon, ça peut être finalement dans son cadre de travail, durant ses études ou quand on s'intéresse à la science. Et puis, il y a le réseau en fait plutôt proche, amical, qui renseigne beaucoup. Et vous voyez que avant la maladie, hein, les soignants, forcément, on ne les voit pas tant que ça, mais le gynécologue est un des acteurs qui ressort quand même pour informer les femmes, donc avant de tomber malade. Pour celles qui sont quand on est dans le parcours de soins, on leur demande si elles en ont entendu parler pendant le parcours de soins. Et là, vous voyez que si les répondantes sont hormonodépendantes, 30% en ont entendu parler pendant le parcours. Et évidemment, 83% des personnes qui ont été testées ont eu une information claire sur ce que c'est que les tests génomiques. En fait, après, on était conscient du fait que c'est pas simple non plus de voir la différence entre ce qu'on appelle test génomique et test génétique. Et là aussi, ça sera expliqué par nos médecins, mais vous voyez que finalement, il y a un grand décalage et que les patientes qui sont testées, forcément, elles ont une meilleure compréhension de comment ça se positionne par rapport aux autres patientes, avec seulement 24% des patientes hormonodépendantes qui voient bien la différence. Les tests génomiques, en fait, ont plusieurs objectifs qui sont globalement ceux-ci, avec des nuances éventuellement d'une signature à l'autre. Mais finalement, vous voyez qu'on a en vert ce que les patientes connaissent des objectifs. Majoritairement, ce qu'on sait, c'est que ça permet de préciser la nécessité ou pas de faire une chimiothérapie. Mais on connaît finalement moins l'intérêt aussi d'évaluer le risque de récidive à 10 ans et de déterminer aussi l'efficacité potentielle de cette chimiothérapie. Pour les patientes qui ont reçu un test génomique, on s'est interrogé pour savoir qui l'avait proposé. Donc, comme on est au début du parcours de soins, vous voyez que c'est finalement beaucoup le chirurgien à 49%, et après l'oncologue, qui sont finalement les deux acteurs du début vraiment de la prise en charge, et les autres acteurs du soin beaucoup moins. Et à quel moment? Donc, c'est avant la chirurgie par une biopsie, pendant la chirurgie 21%, ou juste après la chirurgie. Donc là, on va voir aussi, ça va être précisé pour vous expliquer vraiment comment ces tests à quel moment exactement ils sont proposés. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi quel est l'impact de ces tests. Et donc, pour nos répondantes, finalement, qui est-ce qui a expliqué les tests? Donc là, ça peut être le chirurgien, mais en majorité l'oncologue, qui va expliquer finalement l'impact du test sur la prise en charge. Et pour celles qui ont eu un test, 49% d'entre elles ont évité d'avoir une chimiothérapie. 42% au contraire, ça a permis de confirmer la nécessité d'en faire une. Et 35%, ça a permis aussi de préciser la durée de leur monothérapie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les personnes sont concernées par ces tests, pour
Voilà, il y a des notes assez positives, autour de 7, sur le fait que l'explication était claire et compréhensible, que j'ai mieux compris la stratégie de traitement qui m'est proposée et je me sens rassurée et confortée dans cette proposition de traitement. La question du financement, qui est quelque chose que qui nous préoccupe en tant qu'association de patients, finalement, on voit qu'elle est assez peu perçue par les patientes, hein. 25% d'entre elles ont eu une information sur le mode de financement et finalement, la très grande majorité, de toute façon, c'est que c'est le centre de soins qui finance, hein, 83%. Et sinon, les personnes ne savent pas en fait qui prend en charge ces frais de tests génomiques. Donc voilà, finalement, peut-être quelque chose à clarifier pour qu'on le sache et qu'on puisse se mobiliser le cas échéant. Et alors justement, là, on a redemandé aux femmes et patientes comment elles pensaient qu'il fallait informer sur les tests génomiques. Et vous voyez que finalement, on avait fait une enquête donc, il y a quelques années, on a toujours ce besoin majeur d'information. La perception des personnes, c'est que finalement, on ne connaît pas ça en tant que ça et qu'on devrait être beaucoup mieux informé. Donc, la première, donc s'il y a des différences, en bleu, c'est en 2021 et on n'avait pas posé exactement les mêmes questions, hein. C'est pour ça qu'il y a des endroits où vous n'avez pas de colonne bleue. Mais vous voyez que cette année, on a essayé d'être plus complet dans la proposition en fait, d'information et ressort d'abord évidemment l'équipe médicale comme acteur d'information majeur, mais le besoin de brochures, de vidéos, d'interviews spécialisées, d'articles de presse, d'émissions de télé, de webconférences, de podcasts ressortent comme des supports qui peuvent être intéressants pour compléter, on va dire, les informations portées par l'équipe médicale. Voilà, donc je ne sais pas comment on fait pour enlever les slides. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je vais tout de suite passer la parole donc, au docteur Béguineau, puis au docteur Laurie Don-Philippin, pour qu'elle nous donne des explications sur ces tests, mais aussi finalement où est-ce qu'on les retrouve dans les différents types de centres, etc. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis le docteur Béguineau et je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir en présence de Géraldine. Et on va vous partager un petit peu la présentation qu'on vous a préparée, si vous voulez mettre les slides. Hop, voilà, ça arrive. Parfait. Donc, mes liens d'intérêt. Donc, déjà, pour reprendre un petit peu ce schéma qu'on avait créé pour les patientes, il faut savoir que la prise en charge, on va faire un focus que les signatures génomiques, comme l'a dit Laure, ne concernent que les patientes prises en charge pour des cancers localisés RH+, HR2 non surexprimés. Donc, c'est cette carte d'identité qui nous intéresse ce soir. Et donc, comme je dis, localisée, donc non métastatique. Alors, vous savez que lorsqu'on a un cancer infiltrant, il va y avoir 2 grandes étapes qui sont indispensables. Il y a le traitement loco-régional, dans lequel vous avez la chirurgie et la radiothérapie. Et puis, vous avez le traitement qu'on dit systémique, nous. Donc, c'est un traitement qui est censé nettoyer un peu dans tout l'organisme, la maladie qu'on ne verrait pas. Et donc là, ça va être la chimiothérapie comme outil, mais des traitements aussi de thérapie ciblée. Et la plus ancienne des thérapies ciblées reste le traitement anti-hormonal. J'aime bien dire traitement anti-hormonal plutôt qu'hormonothérapie, parce que le but, justement, c'est plutôt d'avoir un effet bloqueur. Plus ou moins, vous savez qu'on peut les potentialiser à l'heure actuelle dans certaines situations avec des inhibiteurs de cycle pour certaines patientes. Et donc, du coup, ces différents éléments vont constituer notre prise en charge. Et vous voyez que ces séquences de traitement, on peut les mettre, des fois, on commence par le traitement médical, c'est ce qu'on appelle le néoadjuvant, lorsqu'on fait le traitement médical avant la chirurgie. Et puis, quand on le fait après la chirurgie, c'est ce qu'on appelle un traitement adjuvant. Il y a aussi donc la radiothérapie qui serait là et donc les comprimés qu'il faut prendre. Et effectivement, l'après-cancer est un petit peu difficile à déterminer pour ce sous-type parce que vous pouvez être amené à recevoir des traitements pendant 5 ans, parfois 7 ans, anti-hormonal. Et donc, voilà, pour l'entourage, il faut qu'ils comprennent que vous recevez un traitement, mais vous avez aussi repris souvent une activité à ce moment-là. Donc, la question, c'est comment adapter le traitement systémique au risque individuel de récidive pour personnaliser le traitement en 2025. Je pense que sur le côté, là, ça va. OK. Donc, l'estimation du risque, par quels moyens? Donc, on a des moyens très pratico-pratiques, des moyens cliniques.
Donc, ça qui Non, reste c'était pas maintenant, puis historique. j'attendrai, puis j'essaierai de voir si ça marche. Développement donc d'un cancer à un âge jeune, inférieur à 35 ans. Lorsque vous avez un envahissement ganglionnaire important, ce sont des marqueurs pronostiques importants pour nous. Et là, il faudrait me remettre la présentation en centrale, s'il vous plaît, parce qu'elle est repartie sur le côté. Voilà, merci. Et puis, dans les autres facteurs cliniques, il va y avoir la taille, une taille tumorale importante, donc au-delà de 3 cm. Enfin, on a le cut-off à 2 cm pour les T2, mais en général, nous, on regarde par exemple 3-4 cm, voire plus de 5 cm, des tailles importantes. Après, vous allez avoir des critères que vont nous donner les pathologistes. Donc, ça va être un haut grade, donc le grade qui vont déterminer en fonction de l'aspect des cellules, une faible expression des récepteurs aux hormones. Pour ce sous-type-là, ça sera plutôt quelque chose de pronostic, enfin un risque un peu plus élevé en fait. Quand le Ki67, c'est un marqueur de prolifération, si ce dernier est élevé. Et après, on a des scores plus compliqués qu'on appelle le score CPSEG, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, c'est vraiment lié au pathologiste. Mais tout ça, ça nous donne une estimation du risque par le pathologiste. Après, vous avez des outils informatiques, des grandes banques de données qui ont été faites et qu'on utilise quand même encore beaucoup en consultation. Donc, vous avez par exemple des sites comme Adjuvant Online ou Predict Breast Cancer. Moi, c'est vrai que j'utilise volontiers Predict Breast Cancer. Donc, ce sont des bases de données informatiques. Et puis, du coup, il y a eu l'avènement de la signature de données biologiques, donc les signatures génomiques, et c'est le propos de ce soir. On en a 4 à disposition. Je vais vous les présenter. Alors, si on prend le cas d'une patiente préménopausée, 45 ans, qui va être prise en charge pour un cancer infiltrant non spécifique avec, vous voyez, des récepteurs aux hormones qui sont bien exprimés, un Ki67 qui a pile poil au cut-off à 20%, un grade 2, donc c'est le grade intermédiaire, et une taille qui est aussi intermédiaire à 25 mm. Et il n'y aura pas d'atteinte ganglionnaire. Si vous faites un Predict Breast Cancer à cette patiente, le bénéfice de la chimiothérapie qui va ressortir sur le Predict Breast Cancer est de 3%. Alors, vous savez qu'on indique formellement de la chimiothérapie pour un bénéfice absolu de plus de 5%. Et en général, on ne propose pas de chimiothérapie quand le bénéfice est inférieur à 2%. Après, ça se discute. Mais en tout cas, généralement, on a ces cut-offs de 2 et 5%. Et qu'est-ce qui se passe pour ce sous-groupe de patientes entre 2 et 5%? Est-ce qu'il faut lui proposer de la chimio? Et souvent, c'est ce qu'on appelle la décision médicale partagée avec votre médecin. Est-ce qu'il faut que vous acceptez cette chimio et comment on peut aider dans le choix? Et bien, c'est là qu'interviennent les signatures génomiques. Donc, quel est l'objectif? Donc, il y a une définition très claire de l'HAS. La signature génomique a pour but d'essayer de diminuer le nombre de prescriptions de chimiothérapie qui ne serviraient à rien pour améliorer la qualité de vie des patientes, de ces chimiothérapies un petit peu préventives qu'on fait pour limiter le risque de récidive. Aussi, donc, éviter les toxicités sur le long terme des chimios. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait une prise de risque pour les patientes, il ne faut pas qu'on altère la prise en charge. Donc, en fait, il faut vraiment mesurer l'indication de ces signatures génomiques et probablement que les patientes pour lesquelles c'est le plus intéressant, ce seraient des patientes qui auraient des risques un petit peu intermédiaires et pour lesquelles on a du mal à trancher, comme je vous ai présenté sur la slide précédente. Donc, la signature génomique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un biomarqueur. En fait, ça quantifie l'expression moléculaire d'un panel de gènes exprimés par le cancer. Donc, c'est une sorte de carte d'identité du cancer. Et ça va vous donner un résultat en score génomique avec des seuils. Et dans ces seuils, vous avez des cut-offs, bas risque, haut risque, parfois risque intermédiaire en fonction des signatures. L'objectif, c'est d'optimiser la décision médicale. Et selon les signatures, vous allez avoir des données un peu différentes. Certaines vont vous donner un bénéfice de la chimiothérapie. La plupart du temps, vous avez une estimation de risque de récidive en pourcentage. Et puis, certaines vont même vous donner un bénéfice, par exemple, à prolonger. Est-ce qu'il y aura un bénéfice à prolonger l'hormonothérapie en vous donnant une estimation du risque de récidive, par exemple, à 10 ans. Donc, on en a 4 à disposition utilisées en France. Oncotype, Mamaprint, Endopredict et Prosigna. On a celles qu'on appelle de première génération parce que c'est les 2 plus anciennes. Donc, c'est celles que vous avez à gauche de l'écran. Et les plus récentes sont celles qu'on appelle de deuxième génération. Comment ces signatures ont été validées et utilisées? À travers d'essais. Donc, les premières générations, comme elles sont plus anciennes, elles ont déjà été complètement validées en prospectif par 3 grands essais dont vous avez peut-être entendu parler, mais je ne rentrerai pas dans les détails. L'essai Telorix, l'essai Mindact et l'essai RxPonder. Telorix et RxPonder étudiés Oncotype et Mindact étudiés Mamaprint. Et puis, les 2 autres, les plus jeunes, ont déjà été étudiés dans des essais aussi prospectifs, mais on n'a pas encore eu les résultats, mais en tout cas, elles ont eu leur validation prospective en cours par Optima et Rescue.
Donc, qui est éligible aux signatures génomiques? Sachez que ce n'est pas nous qui inventons les indications. Elles ont été très codifiées par l'HAS et on doit suivre en fait des recommandations. Nous aussi, on a un cadre. Donc, vous voyez que déjà dans les choses préalables, vous avez ici sur le côté, l'HAS nous disait qu'il fallait qu'on propose une signature en RCP si la chimio est indiquée. Si vous êtes sur un très bas risque clinique et que de toute façon, vous n'allez pas proposer de chimiothérapie à votre patiente, il ne faut pas lui proposer une signature. Voilà. À l'inverse, il faut qu'il y ait une garantie de sécurité oncologique. C'est-à-dire que si vous estimez que cliniquement, le risque de récidive est important, voire haut, donc on dirait haut, et que vous voulez proposer de la chimiothérapie à votre patiente, il ne faut pas lui proposer la signature génomique parce que vous allez embrouiller les choses. Et donc, en fait, il faut quand même qu'on soit clair quand on le propose. Voilà. Et après, du coup, on a essayé aussi de borner. On a peu de données sur les signatures pour les personnes de très grand âge. On a peu de données aussi pour, à l'inverse, les patientes très jeunes. Donc, il faut savoir, on a plus d'informations quand ce sont des femmes, en fait. Il y a eu plus de femmes, évidemment, randomisées dans les études que d'hommes. Donc, on essaye quand même un petit peu de borner la population à qui on va pouvoir le proposer. Et après, vous voyez que c'est très codifié. Vous pouvez regarder, ces documents sont accessibles sur Internet. Les recommandations HAS, c'est toujours accessible. Et là, vous voyez qu'on a des indications spécifiques en fonction du statut ménopausique et de l'atteinte ganglionnaire et aussi de la taille du cancer. Si on rentre un peu dans les détails, et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette slide, c'est juste pour vous dire que nous, dans notre raisonnement, via les grands essais TAYLOR-X, MINDAC et RxPonder, on sait qu'on ne peut pas tirer les mêmes conclusions de ces essais chez les patientes ménopausées que chez les patientes préménopausées. Donc, on va adapter notre décision de traitement et proposition éventuelle de chimiothérapie au statut ménopausique. Qui choisit la signature? Ce n'est pas forcément votre oncologue qui va choisir la signature, c'est un peu plus complexe que ça. Il peut y avoir un choix qui est établi en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et après, par rapport au financement dont parlait Laure, il y a des conventions d'établissement avec des laboratoires d'anapath. Et donc, on n'est pas forcément pleinement dans le choix, mais dans tous les cas, les cadres sont utilisés. Et donc, c'est déjà très bien de pouvoir accéder à une signature génomique. Nous, par exemple, je vous ai mis notre algorithme. Aux hospices, ça a été validé de manière consensuelle. Certaines signatures sont utilisées. Ça va changer parce que Prosigna probablement change de laboratoire. Donc, peut-être que ça va être en plus évolutif. Est-ce qu'il y a une place, en fait, pour la suppression ovarienne en tant que, en fait, un petit peu, si vous voulez, la suppression ovarienne pourrait remplacer peut-être, je dis bien peut-être, on évoque ça, la chimiothérapie dans certaines situations pour les patientes préménopausées. Et donc là, pour l'instant, on ne peut pas désescalader la chimio pour les patientes préménopausées, en particulier s'il y a une atteinte ganglionnaire. Mais là, il y a des études en cours en se disant que peut-être c'est la suppression ovarienne qui est bénéfique. Et donc, peut-être que dans quelques années, si on refait ce topo, je pourrais vous dire qu'on peut se passer parfois de chimiothérapie, mais qu'on ne peut pas se passer de suppression ovarienne. Donc ça, c'est en cours d'analyse. Mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse à la question. Et est-ce qu'on peut élargir les signatures à des patientes à plus haut risque avec des plus gros envahissements ganglionnaires? Je n'ai pas non plus la réponse à cette question ce soir, mais il y a eu l'étude Optima qui a eu pour objectif d'inclure des patientes qui étaient à plus haut risque et d'évaluer les signatures, en particulier donc Prosigna, dans ce sous-type de population. Donc, on aura probablement la réponse dans les années à venir. Donc, pour la conclusion de ma partie, les signatures, il y en a 4 qui sont classiquement utilisées en France. C'est un outil pour optimiser la décision médicale. L'objectif, quand même clairement annoncé, c'était désescalader la chimiothérapie pour éviter des toxicités sur le long terme. Donc, en particulier la myélotoxicité, les cardiotoxicités, tout ça dans une balance bénéfice-risque. On essaye toujours de trouver le mieux pour nos patientes. Et par contre, ça se discute pour les âges extrêmes. On n'a pas encore toutes les réponses. Et il y a encore des zones d'ombre de décision médicale partagée. On vous a prévu un petit cas clinique à la fin du topo avec Géraldine. Géraldine, du coup, je te passe la main pour la suite. Bonsoir à toutes et tous. Donc Géraldine Loridan-Philippin, je suis oncologue à Valenciennes. Merci de m'avoir invitée. Donc Madame Guérois-Colas m'avait demandé de vous expliquer, de vous confirmer l'accès aux signatures génomiques, y compris dans des centres qu'on pourrait qualifier de proximité non universitaires. Je vous confirme bien que nos patientes ont également accès à ce genre de technologie dans nos centres. Alors,
Alors à Valenciennes, je pense qu'un élément important, à signaler, c'est que contrairement aux gros centres type centres régionaux de lutte contre le cancer ou CHU, tous les, équipements ne sont pas dans le même bâtiment, dans la même structure et ça, je pense que c'est un élément important, dont il faut prendre conscience. Les acteurs, impliqués dans le parcours de soins, en cancérologie à Valenciennes sont situés dans différentes structures qui ont des statuts différents et cette répartition géographique des équipes ne nous empêche pas de travailler ensemble et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, qu'il est important de préciser. Donc à Valenciennes, il y a plusieurs équipes. Il y a les équipes du centre des dentelières, où je travaille avec le docteur Vasseur qui est radiothérapeute. Il y a, les équipes, du centre hospitalier de Valenciennes, équipe chirurgicale, équipe, radiologique. Il y a également l'équipe chirurgicale de la clinique Vauban et puis on travaille également avec d'autres, centres, de proximité comme le centre hospitalier de Denain ou la clinique Tessier, mais qui est un petit peu à part, en tout cas pour notre sujet ce soir sur le cancer du sein. Tous les acteurs travaillent ensemble et se réunissent dans une même RCP, RCP qui est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous savez bien évidemment, je pense, ce que c'est. Euh, eh bien, sachez qu'à Valenciennes, cette RCP, elle est unique depuis maintenant presque 3 ans. Elle est hebdomadaire, elle a lieu tous les lundis soirs, elle commence à 17h30, elle se termine quand nous avons terminé de discuter l'ensemble des dossiers inscrits. Et elle réunit l'ensemble des acteurs, oncologues médicaux, oncologues radiothérapeutes, chirurgiens, anapathes, radiologues et du public et du privé de Denain et de Valenciennes. Longtemps, il y avait 2 RCP. Pour beaucoup de spécialités d'organes, il y a encore la RCP du public, la RCP du privé. Et en fait, nous, on a décidé, on a œuvré pour qu'il n'y en ait plus qu'une. Ça a plusieurs vertus, évidemment. Elle est hebdomadaire, ça permet de raccourcir les délais de discussion et donc de prise en charge. Euh, il y a une véritable discussion puisque je dis toujours que c'est pas l'oncologue médical qui peut difficilement critiquer, au sens positif et négatif du terme, bien sûr, la décision du chirurgien, et c'est pas le chirurgien qui peut critiquer la décision de l'oncologue médical. Donc là, il y a en général plusieurs oncomèdes, il y a plusieurs chires, un anapathe, un radiologue, et il y a une véritable discussion qui s'instaure. Et puis, depuis la mise en place de CRCP, ben, on a mis en place des petites soirées de formation territoriales qui ont lieu à peu près sur un rythme trimestriel. Ça permet de nous réunir, de faire de la formation continue et puis de, voilà, de réactualiser nos connaissances, mais toujours à l'échelle d'un territoire. Et c'est très important de faire travailler les gens ensemble. C'est loin d'être facile et loin d'être une évidence. Alors, notre outil de RCP s'appelle l'outil web DCR, c'est-à-dire que le dossier de chaque patiente est discuté sur la base d'une fiche. Le logiciel utilisé est un logiciel régional qui est organisé par notre réseau, le DSRC, le dispositif régional de cancérologie, le réseau ONCO Hauts-de-France. C'est la même fiche pour l'ensemble des patients de la région et ce sont les professionnels de santé qui complètent ces fiches en amont. Durant la RCP, cette fiche est projetée à l'écran. Alors, en sachant que notre RCP est mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois présentielle et à la fois en visio, surtout évidemment depuis le Covid. Et à la fin de la RCP, cette fiche est validée, enregistrée, accessible sur une plateforme, et puis on télécharge les fiches pour pouvoir les intégrer dans le dossier patient. Le dossier de la patiente est discuté à plusieurs étapes du parcours de soins, avant le premier traitement. Donc, dans la situation des cancers hormonodépendants, dans 95% des cas, c'est en pré-chirurgical, préopératoire. Le dossier de la patiente est rediscuté en post-opératoire et on valide les différentes séquences du traitement adjuvant. Donc, quand nous décidons, quand nous jugeons utile de proposer une signature génomique, eh bien, sachez que cette décision, c'est vraiment une discussion collégiale de RCP qui va être inscrite sur cette fiche. Alors, pour vous donner un petit peu des idées du volume d'activité, notre RCP territorial, c'est à peu près 800 dossiers de patientes discutés par an. J'étais avant chef de clinique et praticien à Oscar Lambray. À Oscar Lambray, c'est à peu près une file active de 1000 par an. Chez nous, c'est à peu près 800 et à peu près 350 dossiers gynéco. Donc, c'est une activité qui n'a rien de,
c'est une activité qui est quand même significative. Et sur ces 800 patients, je vous le redirai après, mais par exemple sur un an, il y a eu une cinquantaine de cas où nous avons proposé cette signature génomique. Alors pour prendre nos décisions, bah, on fait comme partout ailleurs en France, on se base sur des référentiels évidemment. Et en premier lieu, notre référentiel régional, celui du réseau Onco Hauts-de-France. Et vous retrouvez, vous retrouvez en fait les critères superposables à ceux qui ont été expliqués par Marie tout à l'heure. Alors, il peut y avoir des petites nuances d'un centre à l'autre, notamment, tu l'as dit Marie, hein, sur le choix de la signature. C'est pas tout à fait la même dans l'ensemble des établissements. Mais je pense qu'il est important que vous sachiez que l'accès à la signature est réel et qu'après on entre un petit peu plus dans des nuances. Voilà. Alors, la signature, on va la proposer à des patients qui ont des cancers du sein de type lumineux, RH positif, HER2 non surexprimé. On ne va pas le proposer en pratique courante pour d'autres types histologiques de tumeurs. Ça peut se discuter dans le cadre de projets de recherche, mais en pratique courante, c'est vraiment proposé pour des patients qui ont des tumeurs de type luminal. Et on va proposer les signatures génomiques à des patients qui ont des tumeurs de malignité intermédiaire. C'est-à-dire des patientes suivant l'arbre de la chaise que tout à l'heure Marie avait présenté. La chimiothérapie, retenez que c'est vraiment pas systématique, c'est pas pour tout le monde. Et en fait, on va proposer de la chimiothérapie, vous voyez, uniquement pour les patients qui ont des tumeurs de gros volume, pour des tumeurs très fortement proliférantes, et pour des patientes qui auront un bénéfice de la chimiothérapie estimé à plus de 5% en termes de survie globale, selon les modèles de prédiction du risque, comme le Breast Predict que Marie a présenté tout à l'heure. Et ou chez les patientes qui auront un bénéfice de la chimiothérapie estimé entre 3 et 5% avec un haut risque génomique selon la signature utilisée. Donc, en pratique, on utilise le Breast Predict. Ça, on le fait en consultation. C'est bien l'oncologue médical qui va le proposer. Hein. Tout à l'heure, dans l'enquête patiente, j'ai vu que la discussion était parfois abordée par les équipes chirurgicales. Bah, dans ma pratique courante, c'est quasi systématiquement l'oncologue médical. Idem pour nous, c'est pareil pour nous en fait, Bon, c'est vraiment l'oncologue. alors voilà, donc c'est pour ça que on pourra peut-être en discuter tout à l'heure parce que c'était sur les résultats de l'enquête patient. C'est vrai que bon, c'est bien qu'ils puissent l'évoquer. Je pense qu'à mon avis, ils l'évoquent à la consultation de post-op quand ils annoncent l'anapathe. Je pense que la plupart du temps, la décision de RCP, elle est déjà prise. Donc peut-être que le chirurgien à ce moment-là dit bon bah écoutez, on a retenu une indication de chimiothérapie selon signature génomique. C'est l'oncologue qui vous expliquera un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Et puis nous, bah on réexplique un petit peu plus en consultation. La prescription, c'est l'oncologue médical. Du coup, c'est l'établissement de santé dans lequel travaille l'oncologue médical qui va prendre en charge cette signature génomique. Selon des formalités qui sont pas faciles, on peut le dire. C'est pas pris en charge par la nomenclature de la sécurité sociale. C'est en fait un financement un peu spécial qu'on appelle le RIHN. Et finalement, l'établissement de santé va être remboursé, mais pas forcément complètement et dans des délais qui sont parfois variables. Donc c'est sûr qu'il y a un sujet, ça peut poser parfois voilà, des réflexions. On a notre résultat de signature génomique au bout d'une quinzaine de jours. Donc en fait, moi, je revois les patients 15 jours plus tard avec les résultats. Demander la signature génomique nécessite la signature d'un consentement que je télécharge en ligne. Donc, je vous ai mis à l'écran Exact Science parce que concrètement, moi, dans mon quotidien, c'est cette signature-là que je demande. Mais Marie et moi insistons bien sur le fait qu'il y a plusieurs signatures disponibles et que c'est pas forcément les mêmes partout, dans tous les centres. C'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait effectivement un consentement signé qui permettra l'envoi du matériel entre le laboratoire de pathologie et l'industriel qui va faire la signature. Et puis voilà, on revoit les patients une quinzaine de jours plus tard munis des résultats. Concrètement, sur l'année qui vient de passer, tout à l'heure, je vous avais dit une file active d'environ 800 dossiers de patientes discutés, en sachant non, c'est pas une RCP uniquement post-opératoire. On discute des patientes qui ont des tumeurs localisées, mais également des tumeurs plus avancées, métastatiques. Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Sur une année, vous voyez, on a prescrit 54 signatures génomiques, 52 chez des femmes et 2 chez des hommes, puisque Marie, vous avez expliqué tout à l'heure qu'on avait des données très limitées chez l'homme. Il n'empêche qu'il y a quand même des cas de figure intermédiaires où nous sommes amenés à en prescrire.
Alors, je vous ai mis quelques petits verbatims que j'utilise en consultation pour peut-être un petit peu vous expliquer comment moi j'explique ça dans ma pratique quotidienne. Clairement, j'ai pas peur de dire que quand j'étais chef de clinique, ces consultations où on devait discuter d'une indication limite de chimiothérapie, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, franchement, c'était les consultations où j'avais le plus de difficultés dans ma pratique au quotidien quand j'ai commencé mon métier, quand j'étais interne puis chef de clinique. C'est difficile. C'est difficile d'expliquer que l'agressivité tumorale peut être intermédiaire. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et maintenant, bah, qu'est-ce que je dis? Bah, en fait, ce que j'explique, c'est que de un, tous les cancers le cancer du sein en 2025 n'existe pas. Je dis facilement assez qu'on parle de cancer du sein avec un S au pluriel. Il y a plusieurs sortes de cancers du sein. Des cancers du sein qui ont des histologies, différentes. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous nous intéressions essentiellement aux tumeurs RH+, HER2 non surexprimées. J'explique que ces tumeurs peuvent avoir des malignités intermédiaires, des niveaux de prolifération différents, en fonction, hem du profil de la patiente qui est face à moi. Évidemment, j'adapte mon vocabulaire. C'est important. Ce qui est vraiment essentiel, c'est que les patientes ressortent du bureau en ayant bien compris la situation. Souvent, les images que j'utilise, c'est je parle du gris clair au gris foncé. On pourra discuter de comment on explique les choses, mais je dis qu'en cancérologie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir et qu'il y a des tumeurs grises qui passent du gris clair au gris foncé, qui prolifèrent plus ou moins rapidement et que du coup, le risque qu'il y ait des cellules qui s'échappent dans le sang circulant et qui donc peuvent continuer à proliférer et expliquer des récidives, eh bien, ce niveau de risque, il est variable en fonction du type de cancer auquel nous avons affaire. Et donc, le but d'une chimiothérapie, Marie l'a dit tout à l'heure, c'est de, entre guillemets, nettoyer le sang pour tuer les petites cellules cancéreuses qui auraient pu avoir envie de s'échapper. La tumeur a été réséquée, l'envahissement ganglionnaire, s'il était présent, a été réséqué, mais nous traitons quelque chose que nous ne voyons pas. Nous traitons ce que l'on appelle une maladie micrométastatique. Et pour pouvoir traiter cette maladie micrométastatique, nous utilisons des médicaments qui n'existent pour l'instant que sous forme de perfusion. On appelle ça de la chimiothérapie. Bon, moi, j'utilise la notion de gris clair, gris foncé. Parfois, j'explique la prolifération en utilisant des comparaisons qui valent ce qu'elles valent, hein, j'insiste bien. Je parle parfois d'une comparaison avec, un véhicule, une voiture, une 2 chevaux versus une voiture de course, des tumeurs qui prolifèrent plus ou moins vite. Je répète encore une fois, hein, j'essaie de m'adapter vraiment à la personne qui est en face de moi et ayons bien conscience qu'en tout cas dans ma région, voilà, j'ai face à moi des patients, des patientes qui ont des niveaux socio-économiques et culturels très variables. Voilà. Donc j'utilise ces comparaisons et puis je leur dis que, bah, si on est dans le gris foncé face à une tumeur très agressive, bah, là, l'indication de chimiothérapie, elle est évidente et il y a pas tellement de débat. Si, j'ai face à moi une patiente porteuse d'une tumeur qui est faiblement agressive, bah, là, il y a pas tellement de débat pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser une chimiothérapie pour réduire le risque de récidive. Mais par contre, si on est dans la situation intermédiaire, eh bien, pendant longtemps, si on posait la question à un oncologue, est-ce qu'il faut faire ou pas de la chimiothérapie? Bah, en fait, sur 100 oncologues, on n'était pas forcément tous d'accord. Et ça, évidemment, c'est pas acceptable en 2025 d'avoir une telle hétérogénéité dans la prise de décision. Ayez bien conscience que la communauté des oncologues médicaux vise à essayer d'uniformiser les décisions. Eh bien, notre objectif, c'est de réduire au maximum cette zone intermédiaire. Et comment faisons-nous? Eh bien, nous utilisons cette signature génomique. Donc, en pratique, je dis à la patiente que la tumeur qui a été réséquée par les chirurgiens et qui est actuellement au laboratoire de pathologie, eh bien, elle va être envoyée, c'est souvent à l'étranger. Là-bas, on va en quelque sorte broyer la tumeur pour extraire l'ADN et puis on va établir un profil moléculaire qui va être comparé à celui des 10, 12, 14 000 patientes, souvent américaines, à qui on a fait ces analyses il y a une dizaine, une quinzaine d'années, et on va comparer les profils. On va piocher, on va se plonger dans les données statistiques de ces patientes et on va comparer pour pouvoir obtenir un score, alors qui s'appelle il y a différents mots de vocabulaire utilisés. Dans la signature que j'utilise, on appelle ça le score de récurrence, le score de rechute. Et grâce à ce score, en fonction des algorithmes qu'a présenté Marie, eh bien, nous allons retenir une indication ou pas à une chimiothérapie.
Et on parle bien de la chimiothérapie puisque vous avez compris que d'autres outils nous permettent d'affiner et de personnaliser l'indication d'hormonothérapie. La question de la radiothérapie, c'est le traitement local. C'est Frédéric Vasseur qui va vous en parler tout à l'heure. Ça, je n'en parle pas. Donc voilà, quelques verbatims que j'utilise moi en consultation pour expliquer les choses. Mon objectif, c'est que la patiente ne sorte pas de mon bureau sans avoir compris les enjeux. À la fin de la consultation, la décision n'est pas prise. Le consentement pour permettre l'envoi du matériel est signé, scanné dans le dossier, et puis je reprogramme un rendez-vous pour une quinzaine de jours plus tard et je revois la patiente. Et en fonction du score, eh bien, je prescris ou pas le protocole de chimiothérapie que je vais également personnaliser en fonction d'un certain nombre de paramètres. Voilà, donc on pourra rediscuter tout à l'heure. Je ne sais pas comment les choses vous sont expliquées à vous en consultation. Nous pourrons en discuter tout à l'heure. Alors, la question qui m'avait été posée, c'était est-ce qu'on a accès à l'innovation dans les villes dites de proximité, dans les plus petits centres? J'espère que vous avez compris que la réponse était oui. Du coup, j'en profite pour rebondir en vous disant que dans les plus petites villes, il y a accès à tout ce qui est proposé dans les grands centres. C'est-à-dire que s'il faut biopsier la tumeur, bah oui, c'est faisable. Pas forcément dans le centre où je travaille moi, mais ça peut être dans la clinique à côté ou chez les collègues de l'hôpital public d'à côté. Mais ayez bien conscience que nous travaillons en réseau, nous faisons beaucoup d'efforts et nous dépensons beaucoup d'énergie pour nous organiser. Et en pratique, nos patientes ont accès à ce type de technologie. Nous pouvons proposer, dans des situations là de maladies plus avancées, des profils moléculaires type Sequoia. Vous avez entendu parler de NGS, de profils moléculaires. Oui, c'est possible. La biopsie liquide en situation de maladie métastatique, c'est possible aussi. Et puis, il y a même des projets régionaux qui visent à vraiment rendre accessibles ces profils de biologie moléculaire. Et j'irai même plus loin. À Valenciennes, on prescrit des accès précoces. Ça représentait à peu près 200 prescriptions depuis l'initiation. On peut proposer de la télésurveillance, qui évidemment facilite le suivi de nos malades à domicile. Et sachez qu'il y a vraiment une vraie volonté des pouvoirs publics d'améliorer ce parcours de soins, de donner accès à toutes, partout sur le territoire, à ces technologies. Et ça fait d'ailleurs l'objet d'un des axes d'un grand projet ARS qui vise à améliorer le parcours de soins en cancérologie. Dans notre région, on est la région où il y a le moins d'oncologues médicaux en France, et donc par la force des choses, on est obligé de mieux s'organiser. Et donc, on a deux réseaux qui sont complémentaires, un peu comme les jambes d'un même bonhomme. Le réseau CLIP, que vous connaissez peut-être, qui donne accès à des molécules de phase précoce, et le réseau STARK, qui vise à développer la recherche clinique dans les territoires. Donc, c'est pas le cœur du sujet de ce soir, mais le message que j'essaie de vous faire passer, c'est que en région, dans les plus petits centres, dans les territoires dits de proximité, vous pouvez avoir accès à ce type de technologie, aux signatures génomiques, oui, bien sûr, mais pas que, à toutes les technologies qui nous permettent de faire de la cancérologie de qualité en 2025 en France. Ça, on en reparlera peut-être, mais vraiment, voilà, tout ça rejoint. Il y a des formations, les professionnels dans notre région travaillent. Il y a des nouvelles formations à Sciences Po à Lille qui visent justement à faire travailler les gens ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment le cœur du message que j'essaie de vous faire passer ce soir. Et ça nous permet tout ça de développer l'accès aux technologies, mais aussi l'accès à la recherche clinique. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de notre RCP. Sachez que dans notre RCP, alors ce n'est pas le cas de toutes les RCP de Céno-Gidico des Hauts-de-France, mais dans la nôtre, il y a une ARC, une attachée de recherche clinique, qui s'attache à analyser le dossier de chaque patiente pour évaluer la possibilité de participer ou pas à un essai de recherche clinique. Nous avons des logiciels qui nous aident à faire ça. Il y a Archimède, vous connaissez peut-être un peu plus Clinéo, qui est connu sur le plan national. Nous, notre outil régional, c'est Archimède. Sachez qu'Archimède et Clinéo ont conventionné pour travailler ensemble. Eh bien, nos ARC puisent dans ces données pour pouvoir voir si les patientes peuvent participer ou pas à un essai. Je rappelle, on est très peu d'oncologues dans la région, donc on essaie de se faire aider par les ARC. On le fait nous-mêmes, mais on se fait aussi soutenir par des équipes d'ARC. Et puis, on a des process pour adresser nos malades vers les centres universitaires quand il s'agit d'une étude qui n'est pas forcément ouverte dans un territoire de proximité. Sachez aussi qu'on essaie de développer l'accès à la recherche clinique dans les territoires de proximité. Et puis, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de la pédagogie locale dans la Voix du Nord, dans notre presse locale, pour justement mieux expliquer à nos malades
cet accès à toutes les thérapeutiques innovantes et aux technologies innovantes. Et vous voyez, grâce à ça, notre activité de recherche clinique dans les établissements de proximité, qui est certes minoritaire par rapport à ce qui peut se passer dans des grands centres universitaires type CHU ou centres régionaux de lutte contre le cancer, eh bien, elle se développe. Et tout ça, on essaie de le faire de manière complémentaire avec les acteurs universitaires. Alors, on va revenir à notre cœur du sujet, le cas clinique, un cas clinique préparé par Marie. Je te repasse la parole, Marie. Oui, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Géraldine, pour ta présentation. Je voulais juste dire à l'auditoire quelque chose d'important. On parlait là de nettoyer la maladie micrométastatique. Si vous ne faites pas de chimiothérapie, le traitement anti-hormonal sur cette carte d'identité, et là aussi, c'est la thérapie ciblée pour nettoyer la maladie micrométastatique, c'est complémentaire. Mais néanmoins, j'insiste sur l'observance du traitement anti-hormonal, qui est donc très important parce qu'il a vraiment ce rôle pour vous aider, en particulier si vous n'avez pas reçu de chimiothérapie. Il faut essayer d'être bien observante avec les limites des effets secondaires. J'en ai bien conscience, mais voilà, c'était pour rebondir, pour dire qu'on avait plusieurs outils quand même sur le traitement systémique. Et donc, pour finir sur cette partie des signatures, sachez quand même qu'il reste des zones d'ombre et il y a des situations frontières. Et je vous présente ce cas parce que c'est une patiente que j'ai en consultation, que je suis, qui avait 35 ans, non ménopausée, qui s'était auto-palpé le cancer. Donc, vous voyez, il y avait déjà une taille importante. Et quand vous regardez finalement sur la pièce opératoire, ça faisait 28 mm. C'était certes hormonosensible, mais les récepteurs à la progestérone, c'était 60% de croix. Le Ki-67 était à 20%. Donc, tout était intermédiaire chez cette jeune femme. Mais elle avait 35 ans, 2 enfants en bas âge. Et on a fait ensemble le Predict Breast Cancer. Et vous voyez que son bénéfice absolu de la chimio est de 3,8%. Et on a parlé du cut-off à 5%, donc c'est vrai que ça rentrait dans les indications de signature. On lui a proposé la signature Oncotype DX et elle est pile poil au cut-off parce que pour les patientes préménopausées, on propose la chimio à partir d'un recurrence score à 16%. Alors, dans Oncotype DX, ça donne un bénéfice de 1,6%, donc encore plus faible que le Predict Breast Cancer. Néanmoins, elle rentrait dans les recommandations de notre référentiel. On pouvait lui proposer la chimiothérapie et cette jeune patiente, elle a préféré prendre la chimiothérapie parce que même pour un bénéfice absolu qui semble faible, elle voulait se donner prendre toutes les options thérapeutiques pour limiter son risque de récidive. Donc, ce sont des outils, mais après, il y aura quand même une discussion avec votre oncologue et vous pouvez bien sûr donner votre avis concernant les résultats qu'on interprète avec vous. Voilà, on a fini pour la partie traitements médicaux et signatures génomiques. On va passer à la radiothérapie. J'espère qu'on a été clair et que c'était l'objectif, que ça vous aura permis d'avancer avec nous sur cette question. Ça a été très intéressant, vous avez été tout à fait clair. On a pas mal débordé le temps, donc on va accueillir effectivement le docteur Vasseur, radiothérapeute. Peut-être le temps qu'elle arrive, qu'elle ouvre sa caméra et qu'on lui voit avec Oriane comment elle peut mettre ses slides. Il y a deux questions un peu techniques, mais je trouve que c'est important. Catalina nous dit, pour un cancer lobulaire, est-ce qu'on peut proposer des tests génomiques ou ce type de cancer-là? Pas du tout. C'est vrai que c'est intéressant de le préciser. Et puis, elle demande également, qu'est-ce que c'est qu'un Ki-67 élevé? C'est quoi un peu les bornes pour avoir une petite idée, puisque vous en avez parlé? Alors, peut-être je peux répondre sur la partie histologique, parce que moi, j'ai fait mon Master 2 en anapathe, donc j'ai regardé pas mal de lames. Donc, pour le Ki-67, sachez qu'en fait, c'est un marqueur dans les noyaux des cellules cancéreuses. Et en fait, c'est un marqueur qu'on dit immunohistochimique. Pour nous, c'est simple. L'immunohistochimie, c'est une technique d'anapathe où vous avez soit du blanc, soit du marron, en fait. C'est 2 couleurs. Et donc, le Ki-67, s'il est élevé, les noyaux vont être colorés en marron sur la lame. Et en fait, après, c'est une estimation par le pathologiste, mais une estimation en pourcentage un peu grossier parce qu'il ne va pas compter toutes les cellules. C'est pour ça qu'il y a des cut-offs. On a des KI inférieurs à 10, des KI supérieurs à 20. Mais c'est rare qu'on vous sorte un Ki-67 à 13,5% parce qu'il ne va pas forcément compter toutes les cellules. Je ne dis pas qu'ils ne le font jamais, mais c'est exceptionnel. Donc, on est plus sur des estimations. Et on considère comme non proliférant inférieur, donc un cancer qui est un peu indolent, qui ne prolifère pas, qui ne divise pas vite les cellules, inférieur à 10%. Et au-delà de 20%, à l'inverse, on considère qu'il y a beaucoup de noyaux marqués, quand même 20% des cellules. Et donc, la division cellulaire est plus marquée. Et donc, intuitivement, on se dit que là, on a envie de faire de la chimiothérapie. Enfin, si on n'a pas les signatures, quand il y a de la prolifération cellulaire, on a envie de faire quelque chose comme la chimio pour arrêter la prolifération. Je compléterais, s'il vous plaît, en disant que c'est un élément qui n'est pas forcément très reproductible. C'est-à-dire que si vous demandez à un pathologiste
de regarder 100 cas de cancer du sein, ils vont peut-être tous être à 98% d'accord sur l'établissement du grade, sur le type histologique, canalaire ou lobulaire. Mais si vous demandez à 100 pathologistes, à plusieurs pathologistes de regarder plusieurs cas de cancer du sein, eh bien ils ne donneront pas forcément tous le même résultat. J'espère avoir été claire. C'est-à-dire que c'est une donnée qui est moins facile pour les pathologistes à analyser. Et si le pathologiste regarde le même cas plusieurs fois, par exemple une fois par semaine pendant 6 semaines, eh bien, il ne va pas forcément donner le même chiffre. Donc ça, c'est quand même important d'avoir cette information-là en tête, parce que du coup, ça explique la variabilité qui peut exister d'un centre à l'autre. Et c'est bien pour ça que moi, j'ai toujours retenu qu'on ne prend pas une décision de chimiothérapie uniquement sur le KI 67. C'est un élément qui va il faut avoir conscience que dans une balance, il y aura des gros poids et des petits poids. Le KI 67, c'est un poids qui pèse un peu moins lourd que le grade, notamment, la taille tumorale ou l'existence ou pas d'envahissement ganglionnaire. On a des critères décisionnels variables pour prendre nos décisions. Et on va répondre pour la deuxième question, c'était sur l'obulaire, c'est Le ça? lobulaire, mais alors en une phrase, parce que du coup, Pardon, il faut quand même qu'on ne Eh sépare bien le oui, docteur la Vasseur. réponse est oui. On peut faire des Oui. signatures pour les lobulaires et les canalaires, et voilà. Voilà, À donc partir du quel moment où que c'est soit RH+, le type. HER de moins. Ok, Ça va? formidable. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion de dire que toutes ces informations sont en replay. Donc, dans quelques jours, on pourra donc vous partager l'ensemble des présentations et surtout des explications qui vont avec. Donc, docteur Vasseur, nous espérons que vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez Moi, prendre je la vous entends parole? bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Ouais, Par alors contre, on c'est ne juste vous le voit partage pas. du Donc, document. voilà. J'essaye, Donc, mais c'est peut-être ce que je vois qu'effectivement, il y a une limite de taille. Donc, j'essaye de me débrouiller avec ça. Mais d'accord. c'est pas si. Alors, donc, du coup, le temps que vous arriviez, hop, oui, donc, du coup, par rapport, on parlait, donc, merci beaucoup aussi de ces explications sur les différents centres et le fait qu'on puisse, en fait, proposer ces signatures dans les différents types de centres. Il y a Chantal qui, néanmoins, se préoccupe un peu de l'égalité d'accès, en fait, à ces signatures. Je pense que finalement, quand on vous écoute, c'est pas tellement la taille du centre qui est questionnée, c'est plutôt la problématique du financement et du fait qu'on ne peut pas forcément en faire autant qu'on voudrait pour des raisons de surcoût pour les établissements pour les prescripteurs, enfin pour les centres prescripteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette préoccupation? Il je- Vas-y, il y a un sujet économique, mais nous ne sommes pas limités dans la quantité de nos prescriptions. Ça, c'est un message très clair. Si j'ai besoin d'une signature pour prendre ma décision, il n'y a aucune limitation sur le plan économique qui m'empêchera de le faire. D'accord? Et donc, moi, Marie, c'est pareil. dans Voilà. mon institution, non plus, mais c'est vrai Mm, que mm, moi, je mm, suis au CHU, donc hôpital public, donc c'est vrai que mm. les budgets sont différents. Mais donc, l'essentiel, c'est que si vous vous questionnez, n'hésitez pas simplement à demander à votre oncologue et lui, il vous dira par rapport à ses référentiels, son vécu, son expérience, parce que ça peut être ça aussi. Il peut aussi vous dire que lui, il estime que ce n'est pas une indication de signature et vous pouvez en parler avec lui surtout. Mhm. Mais c'est sûr que si on aborde plus largement la problématique des RIHN, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est familier ou pas? Je me rends pas forcément. Non, Bon. je pense que c'est un peu particulier, mais par contre, c'est des choses qu'on va continuer à discuter, qu'on va rediscuter notamment dans le cadre du congrès de scénologie qui a lieu dès demain à Bordeaux. Et c'est, voilà, en fait, vous avez souligné en fait tous ces référentiels de l'AHS, il y a des études cliniques, mais après, il y a les référentiels qui précisent quelle population de patientes, pour qui c'est le plus utile, pour que en fait, notre système de santé prenne en charge. Donc, en fait, il y a effectivement un financement, mais on voudrait que ce soit financé ce qu'on appelle dans le droit commun, c'est-à-dire en dehors de ces enveloppes d'innovation. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'innovation, il y a plein d'innovations qui arrivent et qu'il faut qu'on fasse, qu'on fasse de la place. Mais surtout, au-delà de l'intérêt que ça a pour les traitements, il y a un vrai intérêt de qualité de vie pour les patientes, parce qu'éviter une chimiothérapie dont on n'a pas besoin,
finalement un impact moindre sur son corps. On ne perd pas ses cheveux, on n'a pas toute la lourdeur des traitements, c'est un traitement en moins, des arrêts de travail qui sont moins longs, donc la possibilité de reprendre sa vie personnelle, sociale, professionnelle plus rapidement. Et du coup, il y a eu aussi des preuves médico-économiques pour montrer que oui, certes, ça a un coût, mais c'est utile quand on va dans ce sens-là, c'est utile aussi, puisqu'on a moins de traitements. Voilà, donc, eh bien, écoutez, sur cette préoccupation, c'est l'occasion d'accueillir donc le docteur Vasseur qui va nous parler de radiothérapie hypofractionnée. Alors, l'idée, c'est qu'on avait fait une conférence pour expliquer un petit peu ce que c'était, mais là aussi pour dire, est-ce que on n'est plus dans les essais cliniques, c'est pas que dans les grands centres, c'est aussi quelque chose qui est en train de transformer la prise en charge en radiothérapie. C'est un traitement très important aussi dans le cancer du sein localisé. Donc, on vous laisse la parole et bienvenue. Ok, merci. Donc, je suis le docteur Vasseur, je suis radiothérapeute aussi avec le docteur Loridan, donc au Centre de cancérologie et dentelière à Valenciennes. Effectivement, donc, je vais essayer de vous expliquer. Alors, je ne savais pas que vous aviez déjà une présentation, donc est-ce que les gens savent déjà ce que c'est la radiothérapie hypofractionnée? Parce que je pense un petit peu, mais l'idée, c'est de redonner, je dirais, votre définition, mais peut-être aller sans réexpliquer toutes les études, etc., d'autant que le temps a déjà pas mal filé, et vraiment être axé sur finalement à qui ça s'adresse, parce que c'est pas toutes les patientes, et comment ça se passe dans la pratique, en fait. Qu'est-ce que ça change? Bon, et du coup, je vais regarder si ça passe bien au niveau diapo. Donc, j'essaie de compresser. Donc, si jamais c'est moche, vous me direz. Donc, du coup, effectivement, je voulais juste vous expliquer d'où ça venait, vous raconter l'histoire de la radiothérapie hypofractionnée, parce qu'effectivement, donc, vous connaissez toutes et tous la radiothérapie classique, donc ce que j'appelle l'historique. Alors, je vous montre beaucoup de courbes. On s'en fout, regardez pas les courbes, ce n'est pas le problème. C'est juste pour vous expliquer que ce que vous avez connu, peut-être si vous avez été traité il y a plusieurs années, c'était la radiothérapie classique, donc ce qu'on appelle normofractionnée, c'est-à-dire que c'est des petites séances tous les jours pendant environ 6 semaines, puisque c'était des séances de degrés, donc nous on parle en termes de degrés. Et donc en fait, ça a été le schéma classique parce que c'était vraiment des sorties d'études sur des grandes cohortes de population, mais dans les années 2000 et même avant les années 90 et 2000. Et c'est vraiment ces schémas qui étaient validés parce que ça a été montré que du coup, il y avait un bénéfice sur les survies globales, sur la mortalité après mastectomie partielle, après mastectomie totale. Donc du coup, c'était vraiment le standard. Donc on savait que quand on avait un cancer du sein, on était parti pour faire à peu près 6 semaines de traitement par région. Donc ça, c'était avant. Et en fait, pourquoi donc il y a eu le développement de l'hypofractionnement? C'est parce qu'effectivement, cette technique, elle a commencé à apparaître dans les pays, notamment dans le Canada, Angleterre, où c'était compliqué pour les dames de venir tous les jours pendant 6 semaines et demie, parce qu'en fait, c'est des grands pays, des grands territoires où il n'y a pas beaucoup de centres de radiothérapie, et faire les allers-retours tous les jours pendant 6 semaines et demie, c'était compliqué. Donc, ils ont commencé à essayer des schémas donc hypofractionnés, c'est-à-dire qu'en fait, on raccourcit la durée totale de traitement, et donc, du coup, on augmente la dose par fraction. C'est ça qui est un peu particulier. On dit hypofractionnement, c'est parce qu'il y a moins de fractions, donc il y a moins de séances. Mais tous les jours, on met une dose plus importante que degrés. Et donc, le but, au départ, c'était effectivement de les faire venir moins longtemps. Et puis, du coup, on raccourcissait les délais de prise en charge parce qu'on pouvait prendre plus de patientes. Retour à la vie plus active. Donc, l'alpha, bêta, bas, ça vous pouvez oublier, c'est plus de la radio-bio. Mais globalement, donc, c'était vraiment pour essayer c'était vraiment au niveau pratico-pratique, pour que du coup, les dames, elles aient moins d'allers-retours à faire. Et donc, du coup, pour faire de l'hypofractionnement, donc ce qu'on appelle modéré, on augmente la dose par fraction avec une dose totale moindre. Et donc, il faudra distinguer. Donc, après, je vais vous parler de l'ultra-hypofractionnement. Donc là, l'hypofractionnement modéré, c'est vraiment une augmentation de dose au-delà de degrés, mais entre 2 et 3 degrés, on va dire, par fraction, au lieu de rester à degrés par fraction. Et donc, du coup, c'est pour la petite histoire. Donc, en fait, c'est sorti sur des premières études, effectivement, plutôt en Angleterre et au Canada. Donc, pareil, je vous épargne les schémas et les tableaux, mais globalement, ils ont quand même vérifié, c'était des études, ce qu'on appelle de non-infériorité, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié, est-ce que ça ne faisait pas moins bien que le schéma classique, donc du 50 degrés en 25 fractions? Donc, ils ont regardé si ça ne faisait pas moins bien en termes de récidive, forcément, et surtout moins bien aussi au niveau esthétique, parce qu'on est quand même dans du traitement préventif, donc on est quand même dans de l'adjuvant. Donc, c'est vrai que du coup, il y a le côté survie et côté récidive, mais il y a surtout le côté esthétique aussi. Donc, globalement, il y a des grandes études qui sont sorties dans les années 2010 et qui ont montré, donc, dans ces pays, que globalement, il n'y avait pas de différence en termes de récidive loco-régionale. Et au niveau esthétique, on était peut-être même un petit peu mieux dans le bras hypofractionné.
Donc ça a été remis à jour avec des suivis beaucoup plus longs, donc à 10 ans, et ça a été confirmé globalement que le bras hypofractionné faisait pas moins bien, encore une fois, c'est de la non-infériorité, ça faisait pas moins bien que le bras normofractionné, donc que ce soit sur le contrôle régional, la survie sans progression, et surtout parce qu'au départ, c'est toujours pareil, quand il y a une nouvelle technique en radiothérapie, c'est toujours sur des sous-groupes de population, donc on se posait la question, est-ce qu'on peut l'appliquer à tout le monde? Est-ce que les jeunes, on peut le faire aussi? Est-ce que les tumeurs plus agressives, on peut le proposer aussi? Et finalement, donc globalement, dans les essais, ça a été montré qu'on pouvait l'appliquer à toutes les dames. Alors, je précise, je parle que du sein pour le moment, la glande mammaire seule, donc à toutes les dames, quel que soit l'âge, même pour les dames plus jeunes, inférieures à 40 ans, quel que soit le grade, et quel que soit si on passe sur une mastectomie partielle ou totale. Donc là, du coup, ça nous a rassurés. Et pareil pour les toxicités à 10 ans, parce que maintenant, on a un recul de 10 ans sur ces grandes cohortes qu'on appelle les études de START, globalement. Donc, pas plus de toxicité à distance. Donc, ce que nous, on appelle à distance, c'est vraiment les toxicités pulmonaires, les toxicités cardiaques, dans le bras hypofractionné par rapport au bras normofractionné. Et même pour le cœur, où on était très inquiet pour le cœur, on ne sait jamais parce qu'on change de technique, etc. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de toxicité cardiaque. Et surtout, si on fait un sein droit ou un sein gauche, finalement, il n'y a pas plus de toxicité cardiaque non plus parce que les techniques, elles se sont améliorées et qu'on évite quand même mieux maintenant le cœur. Donc, on était rassurés. Et alors, donc ça, c'était plutôt version États-Unis, Canada, Angleterre. Et en fait, en Europe, c'était pareil. Il y a eu d'autres études qui sont sorties. Donc, ce qui est très connu, c'est l'étude danoise. Donc, je vais vous passer, mais c'est exactement les mêmes schémas. Globalement, on compare et c'est de non-infériorité. Et pareil, les Danois, ils ont montré que ce n'était pas inférieur, que ce soit en termes de récidive, en termes de toxicité. Donc, globalement, donc pareil, je vous passe toutes les courbes. Et aussi, on pouvait le faire à la fois pour de l'infiltrant et à la fois pour de l'in situ. Donc, suite à toutes ces études-là, donc globalement, il y a eu plein de choses qui sont sorties dans le monde entier, donc en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, globalement, l'hypofractionnement modéré, c'est devenu le standard pour le sein seul. Donc, ça, c'était assez un consensus. Et donc, du coup, ça arrivait pour tout le monde, pour le sein seul. Et donc, du coup, une fois qu'on a validé les choses pour le sein seul, on s'est posé la question, mais quid des aires ganglionnaires? Parce qu'il y a quand même certaines patientes où on est obligé de traiter aussi les aires ganglionnaires. Et donc là, du coup, c'est un petit peu plus récent. Alors, on va dire en France, en Europe, on est un petit peu plus frileux que forcément les Anglais et les Canadiens qui font ça depuis très longtemps. Mais globalement, la grosse étude française qui nous a un peu aussi conforté dans cette technique pour les patientes qui avaient besoin d'une irradiation ganglionnaire, c'est l'hypogée1. C'est l'étude menée par Sofia Rivera donc à l'IGR, qui a fait un peu la même type d'étude. Donc, on compare le schéma normofractionné au schéma hypofractionné, mais cette fois-ci, on irradie aussi les aires ganglionnaires. Donc, toujours pareil, c'est une non-infériorité. Donc, je vous passe aussi rapidement les graphiques, mais il faut retenir que globalement, elle a montré, donc on a un peu moins de recul parce que c'est un petit peu plus récent, cette étude a 5 ans de recul. Donc, en termes de toxicité aiguë, donc à chaque fois, il faut regarder les deux barres, mais globalement, il n'y avait pas de différence entre le normofractionné et l'hypofractionné. Il n'y avait pas de toxicité très importante, c'est-à-dire pas de toxicité grade 4. Donc, par rapport à la dermite, on voit même que l'hypofractionné, il fait un petit peu mieux que le normofractionné. Donc, ça, on était content aussi. Et pareil, donc pour les autres toxicités, donc que ce soit la douleur, la fatigue, l'œdème au niveau du sein, la dépigmentation, il n'y avait pas l'hypofractionnement au niveau des aires ganglionnaires n'était pas plus délétère que le normofractionné. Donc, on a été rassuré avec hypogée. Et hypogée, surtout, son objectif primaire, c'était le risque de lymphœdème, puisque là, du coup, on traitait les ganglions. Est-ce que le fait de faire un hypofractionnement sur les ganglions, on n'avait pas à avoir plus de lymphœdème? Et finalement, donc pareil, sur son objectif principal, elle a montré avec un recul de 5 ans la non-infériorité de l'hypofractionnement. Donc, du coup, on était plutôt rassurés avec l'étude d'hypogée en France. Alors, objectif secondaire, pareil, alors c'est un peu moins pertinent dans le cancer du sein, on a des survies très longues, mais effectivement pas d'impact au niveau de la survie spécifique et au niveau de la survie globale. Et sur ces objectifs secondaires, pareil, il n'avait pas d'impact non plus sur la surdibie sans récidive à distance. Donc, on était plutôt contents. Et donc, du coup, là, l'estro de cette année, si vous suivez un petit peu l'actualité, c'est les Danois, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les Danois aussi, qui ont montré la même chose. Ils ont fait exactement la même étude avec les mêmes critères, où ils ont inclus donc, les aires ganglionnaires. Et ce qui était plutôt rassurant, c'est qu'en fait, ils avaient les mêmes courbes que l'étude française, donc le SCAGEN 1, donc pareil, au niveau de leur objectif principal, c'était le lymphœdème, donc non-infériorité de l'hypofractionnement modéré quand on traite les aires ganglionnaires avec un suivi de 4 ans, globalement. Pareil, vous voyez, les courbes, elles sont pareilles, donc pas de modification de la rechute locale régionale à distance et de la mortalité, forcément.
La seule petite chose qui avait été discutée à l'estro, c'est ce chiffre-là, où on voit que la mortalité par cancer du sein était légèrement supérieure dans le bras hypo. Mais en fait, donc, ils ont expliqué en session, les modérateurs ont expliqué que l'étude n'était pas designée pour ça, donc il ne fallait pas en tenir compte pour le moment, que c'était un changement de pratique qui venait d'arriver, et donc du coup, très probablement que ça n'aurait pas d'impact pour la suite. Donc du coup, globalement, donc, ce qu'on a retenu de tout ça, c'est que maintenant, l'hypofractionnement modéré, ça reste un schéma donc, qui a été prouvé par de nombreuses études que c'est non inférieur au bras normofractionné. Donc on a un recul donc, de 10 ans pour le sein seul, 5 ans pour le sein plus ganglion. Donc c'est devenu quand même un standard de prise en charge. Et globalement, donc, pour le côté pratico-pratique dans nos centres plus petits ou de périphérie, ce qui est plutôt bien, c'est que pour cette technique, il n'y a pas besoin d'installation spécifique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une machine de radiothérapie, il n'y a pas de choses particulières à faire pour l'hypofractionnement modéré. Donc, c'est juste que c'est accessible à tous. C'est juste que du coup, donc, la question qu'on peut se poser, c'est vraiment l'impact sur la facturation, parce que forcément, nous, ça nous fait moins de séances, et puis du coup, la dose maximale, elle est plus faible. Donc, mais bon, ça, c'est une question de facturation derrière. Et j'ai juste quand même mis les points à discuter qui, pour nous, fait quand même l'objet d'une discussion quand on est avec nos patientes. On se pose quand même juste pour les patientes jeunes avec ganglion la question de l'hypofractionnement par rapport au risque de plexite. Parce que tout ce qui est les risques neurologiques, il faut quand même beaucoup plus de recul que 5 ans, parce que c'est des toxicités qui peuvent apparaître 10, 15, 20 ans après. Donc, c'est vrai que du coup, soyez pas étonnés si vous avez encore des prescriptions normofractionnées dans certains centres pour des cas particuliers, notamment des dames jeunes, où il faut irradier les aires ganglionnaires, notamment s'il faut irradier toutes les aires ganglionnaires, notamment l'aire axillaire. On peut quand même passer quand même en normofractionné par rapport à ce risque de plexite. Pour les reconstructions de mammaires, on n'a pas encore beaucoup de recul, donc ça, c'est possible aussi qu'on garde du normofractionné. Et pour les cas de réirradiation, on a déjà eu une patiente qui a déjà été irradiée d'un côté, par exemple, en normofractionné. C'est plus compliqué pour nous à calculer de faire de l'autre côté en hypofractionnement. Ça peut se faire, mais c'est plus compliqué. Donc, globalement, en tout cas, l'hypofractionnement modéré, c'est assez acquis et c'est une technique qui est plutôt facile à mettre en place. Mais en même temps, donc, du coup, dans l'histoire, au Royaume-Uni, ils ont encore essayé de plus raccourcir le délai de traitement, donc faire ce qu'on appelle l'ultra-hypofractionnement. Tout simplement pourquoi ? Toujours pareil, pour que ça soit optimisé au niveau de la venue des patientes, ils se sont dit, et si on faisait tout le traitement sur 5 jours ? Parce que du coup, c'est quand même vachement séduisant comme schéma. Et alors, bien évidemment, comme toujours, on est parti sur des critères de patientes. Alors, c'est toujours pareil, au départ, on sélectionne, puis après, en fonction des études, on ouvre un peu plus les critères. Donc, du coup, les grands essais, alors pareil, je vous ai résumé, mais les grands essais, notamment en Angleterre, de l'ultra-hypofractionnement, c'est les essais fast-forward, où maintenant, donc, du coup, on a un recul de 10 ans, où ils ont comparé, alors là, le bras standard de comparaison, c'est plus le normofractionné, là, c'est déjà oublié en Angleterre, hein. C'est vraiment leur bras standard de comparaison, c'est l'hypofrac modéré, donc c'est les 15 séances, globalement. Et donc, ils ont comparé 2 autres bras en 5 séances. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que finalement, le 27 grains 5 fractions, on va l'oublier un peu parce qu'il donnait un peu plus de toxicité, notamment cutanée, un peu plus d'induration. Mais ce qui a été retenu, c'était le 26 grains en 5 fractions. Et en fait, donc, au départ, donc, comme je vous disais, ils ont quand même sélectionné plutôt des patientes de bon pronostic, plutôt au-dessus de 60 ans, hormonosensibles, HUR de NEC, pas de traitement concomitant, parce que aussi avec tous les nouveaux traitements concomitants qu'on a, le Pimbro, le Kadcyla, ça devient, ou l'Olaparib, par exemple, ça devient compliqué. Donc ça, du coup, ils l'ont enlevé. Et donc, globalement, donc, les N0, pardon, j'ai oublié de dire quand même, pas de ganglion. Et donc, du coup, pareil, en termes de récidive locale, il y avait une non-infériorité du fast-forward, donc du 5 séances. Donc, plutôt pour le schéma, donc en faveur du 26 grés. Et donc, pas aussi de différence sur les survies. Sinon, forcément, on ne pourrait pas le faire. Donc, aucune différence en survie. Et pareil, au niveau des symptômes, que ce soit des symptômes rapportés par les patientes ou des symptômes reportés par le clinicien, qui sont parfois un peu appréciés de façon différente. Donc, pas de différence, sauf, comme je vous ai dit, le bras 27 grés. C'est pour ça que celui-là, il a été un petit peu abandonné. Donc, du coup, le fast-forward, du coup, le one week, ce qu'on appelle le one week, du coup, a été donc validé, et notamment en France. Alors, pour le coup, en France, c'est plus difficile à mettre en place. C'est pour ça que j'ai laissé le petit encadré de l'IGR. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire, et nous, effectivement, on va s'y mettre aussi. Le vrai One Week, ce qui est hyper compliqué, c'est le lundi. Alors, j'ai plus mes petites animations, mais c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, le vrai One Week, donc ce qu'ils proposent aux patientes, et c'est super. Moi, je suis allée à l'IGR, je l'ai vu avec Sophia, c'est génial. En effet, la patiente, elle est vue le lundi. Donc, le lundi, il y a la consultation. Elle fait son scanner de centrage, il y a la dosie.
Et du coup, il y a la première séance. Deuxième séance mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Cinquième et dernière séance. Vendredi, consultation de fin de traitement, elle repart à la maison. Donc ça, c'est hyper séduisant parce que du coup, en une semaine, c'est fait. La seule chose, donc ça peut se faire à l'IGR parce que c'est une machinerie lourde qui est derrière, sachant que le lundi, donc je vous ai fait un focus sur le lundi. Donc moi, je l'ai vécu avec Sophia. Effectivement, le lundi, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle voit les patientes de 8 à 10. Derrière, il y a une machinerie qui se met en route. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une file active qui est déjà programmée. Alors, il faut savoir qu'ils sont aidés par beaucoup d'internes. C'est quand même les internes qui contournent derrière. Donc, c'est validé aussi quand même par les chefs derrière. Ils ont des physiciens, des dosimétristes dédiés au fast-forward ce jour-là. Ils ont le médecin de plateau, donc dédié ce jour-là, qui va valider les contours, valider ensuite la dosie. Et au niveau même du côté physique, que je ne vais pas vous expliquer en détail parce que c'est compliqué, mais les physiciens qui sont sur le fast-forward, ils ont été formés à faire de la dosie fast-forward. Donc, tout est, on va dire, cadré pour la première journée, pour le lundi, pour qu'en fait, la patiente, donc, elle ne reparte pas de l'IGR, elle reste ce matin, elle attend un peu, elle va manger, elle fait ce qu'elle veut. Et après, donc, elle a sa première séance en fin de journée entre 15h et 17h. Donc, c'est hyper compliqué à mettre en route dans un centre de périphérie, ça, parce que du coup, ça nécessite vraiment une organisation derrière qui suive. Et globalement, ça ne fait pas passer beaucoup de patientes, faut le dire. Voilà. Je pense qu'ils en passaient globalement 3-4 par jour, donc par semaine. Donc, c'est bien parce qu'eux, ils reçoivent aussi des patients qui viennent de loin, des patients étrangers, etc. Donc, comme ça réduit leur temps de séjour en France. Après, nous, donc, du coup, dans les centres périphériques, ce qu'on va faire, et ce qui est plus réaliste, c'est que du coup, faire vraiment les one week, c'est-à-dire les 5 séances sur une semaine, ça, c'est faisable en commençant lundi, en terminant le vendredi. Par contre, la consultation d'annonce et le scanner de centrage, du coup, ça sera fait en amont parce que du coup, tout ce qui est de la partie dosie, la partie physique, c'est quand même trop compliqué pour des centres de périphérie de s'organiser comme ça et de le faire en une journée. On n'a pas la machinerie derrière qui nous permet. Donc, du coup, pour l'ultra-hypofractionnement, donc, on a un recul de 10 ans alors pour le sein seul sur des patientes sélectionnées. Donc, c'est normal si on ne vous le propose pas, si jamais vous ne rentrez pas dans les critères, parce que c'est toujours pareil. Là, on attend quand même d'avoir plus de recul pour certains autres critères. Donc, c'est des patientes de bon pronostic, de plus de 60 ans, avec une mastectomie partielle, pas de ganglion, RH+, HER2 négatif, pas de traitement concomitant. Et donc, comme je vous disais, donc, le One Week nécessite une organisation spécifique dans les services, bonne maîtrise de la dosie. Et par contre, effectivement, pour les seins notamment gauche, il faut avoir sur place quand même une technique d'asservissement respiratoire. Pourquoi ? Parce que du coup, là, la dose par fraction est de 5,2 degrés. Donc, du coup, pour maîtriser la dose au cœur, c'est mieux d'avoir une technique d'asservissement respiratoire. Donc, du coup, moi, je vous ai juste montré l'exemple en pratique. Donc, nous, dans notre service, on fait l'hypofractionnement modéré tous les jours. L'ultra-hypofractionnement, comme je vous disais, c'est notre objectif de mettre en place pour 2026 parce qu'on attend un équipement pour notre asservissement respiratoire. Et donc là, du coup, vous avez peut-être, vous connaissez globalement. Donc ça, il n'y a rien de très compliqué pour le mettre en place. C'est les étapes classiques d'un schéma, d'une radiothérapie. Donc, on reçoit la patiente en consultation, avec les documents qu'il nous faut, on fait l'examen clinique, on explique le traitement, on lui remet le PPS. Donc après, la dame fait son scanner de repérage, donc sur un scanner classique sans injection, en utilisant les systèmes de contention, les bras en l'air, voilà. Ensuite, les données sont transférées en dosimétrie, donc ça, c'est la partie que vous voyez moins, parce que du coup, c'est la partie un peu off. Donc nous, pendant que vous êtes repartis à la maison, on travaille sur votre dossier, donc on définit donc les organes à risque qu'on veut éviter quand on vous traite, on définit notre volume cible qu'on veut traiter, donc la plupart du temps, le sein, plus ou moins un boost, Ensuite, une fois qu'on a validé notre contour, on envoie au nos physiciens. Les physiciens nous font la dosie. Donc, pour de l'hypofractionnement modéré, on part sur un schéma de 40 degrés, en gros, en 15 fractions. Je ne parle pas du boost, parce que du coup, voilà, ça, c'est encore une autre discussion. Mais globalement, donc c'est normal si vos médecins, vous tournez autour de soit 15 séances, en gros. Si on a un boost, on peut monter à 23 séances. Si on a un boost intégré, ce qu'on appelle intégré, c'est-à-dire qu'on peut même faire le boost en même temps qu'on traite le sein, on peut tourner autour de 18 séances. En tout cas, nous, nos protocoles, c'est soit 15 séances en boost, 23 avec boost, 18 en boost intégré. Et donc, du coup, nos physiciens nous proposent un plan de traitement avec l'IA, avec des modèles et des modèles qui nous permettent d'avoir des choses assez systématiques. Et après, du coup, c'est nous qui validons à chaque fois le plan de traitement. Une fois que c'est validé, c'est là que vous commencez les séances. Et là, c'est parti pour une séance par jour, 5 jours par semaine. Et donc, on est parti sur un traitement classique, donc 3 semaines de traitement. Le temps de traitement, c'est 2-3 minutes. Temps de la séance, 5-10 minutes, parce que du coup, c'est le temps que vous veniez, qu'on vous installe, qu'on regarde le positionnement. Et on contrôle à chaque fois votre positionnement toutes les semaines. Et après, donc, on vous voit, nous, toutes les semaines en consultation de suivi. Et à la fin, on vous fait une consultation de fin de traitement. Et puis après, le suivi qu'on organise en parallèle avec nos correspondants.
Donc, en conclusion, pour les modalités de la radiothérapie dans le sein en adjuvant, en gros, ce qui est validé sans les ganglions, le normofrac, forcément, c'est historique. L'hypofrac modéré, pas de problème. L'ultra-hypofrac, OK, mais en s'organisant, parce que du coup, c'est pas si facile que ça à mettre en place dans les plus petits services. Avec ganglions, dans le normofrac historique. Depuis Skagen 1 et Hypogée 1, on peut le faire sur l'hypofrac modéré. Et par contre, on a des études en cours sur l'ultra-hypofractionnement, c'est-à-dire sur le One Week avec les ganglions. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant, extrêmement clair. Et je pense que ça a bien précisé les évolutions qu'on voit hein, dans nos associations de patients, parce qu'en fonction de nos générations, entre C'est guillemets, ça. de traitements, on n'a pas le même nombre de séances, les mêmes Exactement. propositions. Et là encore, je pense que c'est beaucoup plus clair. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt sur ce nombre de séances autour de 3 semaines, en C'est ça. gros, et que peut-être que la promesse de faire encore plus court va pouvoir se développer, mais avec peut-être des organisations un peu plus adaptées pour que ce soit gérable dans des centres plus variés, comme vous l'avez extrêmement bien décrit. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très clair. Et comme voilà, je vais vérifier question sur voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions brûlantes que vous mettez maintenant dans le chat ou l'onglet questions, on vous remercie beaucoup pour cette soirée d'information. On vous remercie très sincèrement pour le temps que vous avez consacré en soirée pour nous informer. Et donc, d'ici quelques jours, il y aura un replay qui va permettre voilà, un petit résumé des points clés pour faire circuler cette information up-to-date. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Bon, je crois que j'ai l'impression